raison de la pandémie qui touche le monde actuellement, nous avons dû réviser nos méthodes de tournage. Nous vous prions de nous en excuser. Docteur Rouchaussé, bonjour. Je n'aurai que 2 questions à vous poser. La première, qu'est-ce que l'homéopathie? Et la seconde, pourquoi l'homéopathie pose-t-elle problème à la science actuelle? Qu'est-ce que l'homéopathie et pourquoi elle pose problème à la science actuelle? L'homéopathie, d'abord, c'est une médecine. C'est une médecine qui a été conceptualisée pour nous en Occident par Hahnemann il y a maintenant un peu plus de 2 siècles, mais dont on retrouve en fait l'ensemble des concepts et des bases et des conséquences, même je dirais, en termes de santé et de guérison, bien avant Hahnemann, puisque dès Hippocrate, en fait, Hippocrate disait qu'il y avait 3 voies pour aller vers la guérison. La voie des contraires. La voie des contraires, c'est l'allopathie, c'est les anti-inflammatoires, c'est les antibiotiques qui sont si importants. La voie des semblables, donc ça, c'est l'application de la loi de similitude, c'est l'homéopathie. Et puis la voie naturelle ou la voie du verbe. Donc on voit que c'est quelque chose qui traverse, qui a traversé le temps, qu'on retrouve également en Orient, on retrouve alors en Europe un peu dans un domaine, on va dire à part, qui est celui de l'alchimie, qui est très difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, mais où on retrouve dans l'alchimie des concepts qui se rapprochent beaucoup de l'homéopathie. Alors aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on considère que c'est un peu considéré comme une médecine poussiéreuse par la médecine moderne, je dirais. Mais en fait, c'est exactement l'inverse, que c'est une médecine extrêmement vivante. C'est pas du tout une médecine de bobo parisien, telle qu'on nous l'affirme souvent. C'est-à-dire qu'en fait, selon l'OMS, l'homéopathie est quand même la 2e médecine la plus pratiquée au monde. Ce bulletin international de l'OMS, octobre 2012, je crois, pour ceux qui veulent vérifier. Alors effectivement, c'est un fait parce que il faut dire qu'il y a des pays extrêmement importants pour lesquels l'homéopathie est une médecine officielle. Prenez l'Inde, par exemple. En Inde, vous avez un ministère de l'homéopathie. Et l'Inde, c'est 1,392 milliard d'habitants, donc tout de suite, ça fait du monde. Mais l'homéopathie se développe également donc en Asie, mais aussi en Afrique, et de plus en plus d'ailleurs actuellement, en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est un grand continent d'homéopathie qui nous a fourni des homméopathes très importants, tels que Mazzi ou Pajero ou Ortega, donc des gens qui sont célèbres dans le milieu de l'homéopathie. Donc c'est une médecine qui est ancienne, oui, mais qui n'est absolument pas poussiéreuse, je dirais. C'est effectivement l'application de la loi de similitude, c'est-à-dire homéopathie. Et ce qui est intéressant d'ailleurs de rappeler, c'est que c'est Hahnemann qui a inventé les termes de allopathie et de homéopathie. Donc c'est Hahnemann qui a nommé les allopathes, qui eux considèrent souvent Hahnemann comme un hurlu, un fantaisiste, ou en tout cas comme quelque chose, en considérant l'homéopathie comme quelque chose de pas fiable et de pas scientifique. Et ils ne savent pas que c'est lui qui les a nommés, donc c'est un peu dommage. Alors pourquoi en fait l'homéopathie, cette médecine qui est pratiquée finalement par des millions de personnes, pourquoi elle pose problème? Alors en Occident, il y a probablement des questions qui ne sont pas d'ordre scientifique qui entrent dans le débat, mais si on prend uniquement l'aspect scientifique, moi c'est celui qui m'intéresse en fait, effectivement l'homéopathie elle pose question. Elle nous oblige à sortir un peu des paradigmes qu'on connaît. Et notamment, il y a 2 murs importants, 2 murs conceptuels en homéopathie. Le premier mur, c'est celui de la matérialité. Et puis le deuxième mur, c'est celui de la preuve, du domaine probatoire en science, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une preuve en science. Alors celui de la probabilité, on va voir, il est assez simple à aborder et à finalement détruire, entre guillemets, puisque je parle d'un mur. Celui de la preuve, il va être beaucoup plus complexe parce que vous allez voir que il est beaucoup plus récent et ça tient vraiment à l'évolution du monde scientifique actuel. Mais pour commencer peut-être par rapport à ce que c'est que l'homéopathie, on nous a dit longtemps, là, pendant le débat qu'on a eu sur le déremboursement de l'homéopathie il y a 2 ans, on nous a dit vous n'avez pas de publication, vous n'avez rien de sérieux, etc.
Alors, ce qui est terrible, c'est qu'à ce débat, il y avait moi, j'ai pas entendu d'homéopathe s'exprimer, ce qui était un peu dommage quand même. Mais surtout, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, des publications, il y en a énormément. Il y en a, par exemple, sur le site du HRI, Homeopathy Research Institute, vous pourrez trouver plus de 400 publications. Alors, c'est vrai que c'est surtout des publications anglo-saxonnes, hein, mais on peut trouver quelques publications en français. Il y a des publications qui sont anciennes. Alors, quand je dis ancienne, on peut remonter jusqu'au début du XXe siècle, hein, mais je dirais une des plus connues et qui date de 1993, je crois. C'est une expérience qui a été répétée dans moult laboratoires, qui est celle de la dégranulation des basophiles. Les basophiles, c'est une lignée des cellules blanches, la lignée blanche du sang, hein. Et là, l'expérimentation, c'est celle de très haute dilution d'histamine provoquant la dégranulation des basophiles. C'est une expérimentation qui a été faite par Saint-Laudry et Belon à l'époque et qui a été repris par pas mal de scientifiques et notamment un qui a été célèbre dans les années 80 en reprenant cette expérience, c'est Jacques Benveniste. Jacques Benveniste, il faut savoir qu'à l'époque, c'était donc un immunologiste de renommée mondiale, hein, chercheur à l'INSERM, c'était un nobilisable, hein, c'était quelqu'un de mondialement reconnu dans son domaine et qui a fait simplement cette expérience et qui s'est rendu compte en bon scientifique que oui, ça fonctionnait et que il fallait chercher à comprendre en fait qu'est-ce qui se passait dans cette expérience et essayer de comprendre ça. Et ces travaux ont abouti à ce fameux livre qu'il a publié et puis surtout au scandale de l'article dans Nature. Et on a appelé tout ça l'affaire de la mémoire de l'eau, pour ceux qui s'en rappellent, dans les années 80. C'est quand même fou parce que cette histoire-là, comme Jacques Benveniste était un chercheur très célèbre, la publication de son article est passée dans Nature très naturellement. Et une fois qu'elle a été publiée, ça a déclenché un tollé, évidemment, puisqu'en fait, en gros, il expliquait que oui, il se passait quelque chose avec des dilutions homéopathiques, ce qui est absolument insupportable, bien évidemment. Et on pourrait imaginer que la communauté scientifique ait réagi en scientifique, c'est-à-dire en répétant cette expérience, en la décortiquant, je sais pas, en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passait, ou peut-être s'il y avait eu des erreurs scientifiques faites par les manipulations de Jacques Benveniste. Mais en fait, non, Nature a envoyé à l'époque un magicien dans le laboratoire de Jacques Benveniste. Donc, ça a été assez terrible comme histoire, c'est assez triste parce qu'elle finit mal, parce que Jacques Benveniste est mort 2-3 ans plus tard d'un cancer et en fait clairement il a été détruit par cette affaire, quoi. J'ai eu le plaisir de le rencontrer moi lors d'un congrès. C'est quelqu'un de très impressionnant quand même. Donc des publications, il y en a d'autres, hein. Alors, il y en a dans mon domaine qui est celui de la santé animale. Il y a eu des choses intéressantes qui sont par exemple la publication d'une collègue hollandaise qui s'appelle Lisbeth Hellinger sur l'utilisation de colibacillum, donc de dilution dynamisation de colibacillum, de colibacille, donc dilution dynamisation, donc on pourrait plutôt appeler ça de l'isothérapie d'ailleurs que de l'homéopathie. Enfin, on dilue, dynamise, si vous voulez, le germe colibacille, des cultures de ce germe qui provoquent des gastroentérites néonatales chez les porcelets. Et on en fait des dilutions, dynamisation comme on le fait en homéopathie. Et elle a montré que l'utilisation, face à placebo, hein, bien sûr, hein, de ces dilutions diminuait d'une part la gravité, mais l'émergence de ces gastroentérites et le taux de guérison, bien évidemment. Il y a une autre publication qui est intéressante dans le domaine vétérinaire, c'est une thèse d'un étudiant qui s'appelait Bûcher. C'est une thèse de l'école vétérinaire de Lyon, en fait, hein, qui date de 98, qui a été supervisée par une consoeur, une amie qui s'appelle Christine Filia. Et c'est l'utilisation de 3 remèdes homéopathiques, arnica, gelsenium et nuxomica, sur des volailles. Donc, on est dans de l'élevage industriel, si vous voulez, hein, dans l'élevage de dinde, de poulet, etc., à engraissement. Et c'est l'utilisation de ces 3 remèdes 24 heures avant l'abattage des animaux.
Donc, c'est pas très poétique comme publication, mais et c'est le domaine industriel, c'est pas le domaine que je connais, mais en tout cas, la thèse, elle, a un gros intérêt scientifique, parce qu'en fait, elle a été faite, là encore, en double aveugle, c'est-à-dire vous avez deux bâtiments, un bâtiment où les deux techniciens qui s'occupent du bâtiment ne savent pas ce qu'ils donnent, ils ne savent pas s'ils donnent du placebo ou le mélange des remèdes homéopathiques. Les volailles ne savent pas non plus si elles ont reçu dans l'eau un placebo ou les remèdes. Et ensuite, à l'abattoir, ce sont des techniciens d'abattoir qui examinent les carcasses. Et là non plus, les deux filières sont bien séparées. Et là non plus, les techniciens ne savent pas quels sont les animaux qui ont reçu le remède. Et à la fin, on évalue donc la présence d'hématomes sur les carcasses, parce que vous savez que c'est une période très stressante pour les animaux et difficile, le transport, abattage, abattoir, etc. Et donc, en évaluant d'un point de vue parfaitement basique, si vous voulez, objectif, les hématomes sur la carcasse, on se retrouve avec une différence statistique significative entre le lot de volailles qui a reçu un placebo et le lot de volailles qui a reçu le mélange de 3 remèdes homéopathiques. Donc, ça, c'est des expériences quand même qui sont importantes parce que, d'une part, elles montrent qu'il existe des publications scientifiques sur le sujet, contrairement à ce qu'on nous dit. Mais en plus, l'argument qu'on nous renvoie systématiquement, qui est celui du placebo, le placebo sur des cellules sanguines, le placebo sur des porcelets à la naissance ou dans les 2-3 jours après la naissance, ou sur des volailles qui ne savent même pas qu'on met de l'homéopathie dans leur bovoir, vous voyez bien cet argument est totalement ridicule, quoi. Alors en plus des expériences, des publications, il y en a bien d'autres. Il y en a en biologie végétale, en biologie cellulaire. Je parlais des basophiles. En biologie végétale, c'est très intéressant et ça, d'une part, ça démontre un effet en laboratoire des remèdes homéopathiques, mais en plus, ça aboutit au développement depuis une trentaine d'années aujourd'hui de ce qu'on appelle l'agro-homéopathie, c'est-à-dire de l'utilisation sur les plantes, sur les cultures, et qui se développe assez rapidement. C'est même assez impressionnant, j'avoue, le développement de ce domaine. C'est un domaine que moi, je ne maîtrise pas du tout. Je travaille uniquement avec les animaux. Mais évidemment, comme j'ai travaillé avec des éleveurs et qui ont également dans leur travail une part de culture végétale, ils m'en parlent et eux se forment et c'est assez passionnant. Et là encore, on voit bien que l'argument du placebo, il est totalement hors sujet, quoi. Voilà, donc je pense que si on veut répondre à ce que c'est que l'homéopathie, donc c'est une médecine, et c'est ce premier mur de la matérialité, il faut, pour vous l'expliquer, revenir un peu à la fabrication des remèdes homéopathiques. C'est-à-dire que quand on dit qu'on utilise des dilutions à 5, CH, 7, CH, 9 CH, etc., ce chiffre, il correspond aux dilutions. Le C et le H correspondent à centésimales et le H à Hahnemannienne. Centésimale, pourquoi? Parce qu'à chaque étape de dilution, on dilue au centième. C'est-à-dire qu'on va partir d'une teinture mère, par exemple, vous allez cueillir de l'arnica dans les Alpes. On fait une macération de ces fleurs d'arnica. Donc, on fait une teinture mère dans de l'alcool. Et puis, on va prendre 1 millilitre de cette teinture mère qu'on va diluer dans 100 millilitres d'eau, donc 1%, et qu'on va dynamiser. Alors, dynamiser, ça veut dire quoi? J'aime pas trop ce terme parce que ça veut pas dire grand-chose finalement, dynamiser. C'est juste on secoue. Alors, on secoue sur un support rigide, c'est-à-dire qu'on fait ça, on fait des secousses, des succutions, etc. Alors, ça paraît assez primaire comme mode de préparation, je veux bien l'accorder, mais voilà, c'est ce qu'on fait. Et un CH, une dilution à 1 CH, c'est une dilution au centième qui a été secouée 100 fois. Une dilution de CH, c'est qu'on reprend 1 millilitre de cette solution de 1 CH, qu'on remet dans 100 millilitres d'eau ou d'alcool, et qu'on dynamise de nouveau, qu'on secoue 100 fois. Et en fait, les chimistes qui s'intéressent à l'eau, les spécialistes de la chimie de l'eau, disent, oulala, mais attendez. La dilution, ok, mais cette phase-là, la dynamisation, cette phase-là, elle n'est pas neutre du tout. Ça, c'est un orage moléculaire là que vous faites. C'est-à-dire que quand vous faites ça, il se passe des choses. D'abord, vous intégrez dans votre tube, dans votre récipient, des molécules d'air. Vous arrachez, et on peut le prouver d'ailleurs, des ions, vous arrachez
des atomes au récipient. Donc, il se passe des choses. On va y revenir après ça. Donc, 2 CH, OK. 3 CH, je reprends 1 millilitre de ma dilution de 2 que je remets dans 100 millilitres et je dynamise 100 fois, etc. Et j'obtiens une 3 CH. Donc, évidemment, à force de diluer, dynamiser à chaque étape, on va arriver à un moment où probablement il n'y aura plus de molécules, de matières premières de départ. À ce moment, on le connaît, en fait, on peut mathématiquement le définir, puisque si je dilue au centième à chaque étape, ce centième, je peux l'écrire 1%, je peux également l'écrire 0,01, ou je peux l'écrire, pour ceux qui se rappellent un peu de leur cours de maths, je peux l'écrire 10-2. Donc, si je l'écris 10-2, à chaque étape de CH, je vais avoir un facteur 10-2 supplémentaire. Donc, quand je suis sur une dilution à 5 CH, par exemple, je me retrouve avec une dilution à 10-10, 5 facteur 2. Si je suis à 7 CH, je suis à 10-14. Et si je suis à 9 CH, 10-18, et 12 CH, je suis à ce moment-là à 10-24. Et là, les scientifiques vous disent, ah là là, le mur d'Avogadro. Attention. Qu'est-ce que c'est que le mur d'Avogadro? Je pense que vous avez peut-être entendu, ou le souvenir d'avoir entendu ce nom. Avogadro, c'est un chimiste italien. Alors, le nombre d'Avogadro, en fait, c'est 6,023, 10 puissance 23. C'est-à-dire qu'Avogadro avait démontré que dans une mole, il y a 6,023, 10 puissance 23 molécules, quel que soit ce que vous prenez. Alors, une mole, c'est quoi? Une mole, c'est un sac de billes, d'accord? Et à la place des billes, vous avez des molécules. Et quand on travaille en chimie, bon, en général, on part d'une concentration à 1 mole par litre. Donc, vous avez votre sac avec 10 puissance 23 molécules, ou atomes, ou ce que vous voulez. Donc, des milliards hein, de molécules. Mais nous, on les dilue à chaque fois un facteur 100 à 1%. Et donc, si j'écris 10-20, si je suis à 12 CH, j'ai fait ça 12 fois, facteur 100. Donc, statistiquement, je suis à 10-24. Donc, statistiquement, je n'ai plus de molécules de départ. Je n'ai plus de matière première de départ. Ça, c'est juste, hein, c'est parfaitement juste. Et aucun homéopathe ne conteste ça, d'ailleurs. 15 CH, je suis à 10-30, d'accord? 30 CH, je suis à 10-60. Donc, bien évidemment, il ne s'agit pas d'aller dire qu'il reste une molécule d'arnica accrochée au tube à essai et que c'est justement ces molécules-là qui agissent, etc. Mais c'est absolument pas ce que disent les homéopathes. On va pas nous prendre complètement pour des idiots. On sait, et depuis toujours d'ailleurs, parce qu'au 19e siècle, par exemple, où l'homéopathie était extrêmement répandue et dominante dans les pays occidentaux, en Europe et aux États-Unis d'ailleurs, on savait déjà qu'au-delà de 12 CH, il n'y avait plus de matière première de départ. Donc, on se posait déjà la question de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui agit alors? Parce que en fait, l'abord scientifique de la question, ça n'est pas, je crois, de dire bah donc c'est pas possible, donc ça marche pas. L'abord scientifique de la question, ça serait de dire bah ouais, il y a des millions de gens dans le monde qui se soignent comme ça, c'est-à-dire hein, l'Inde, Brésil, etc. Donc, est-ce que ces centaines de millions de gens sont tous des hystériques qui se soignent par effet placebo? Non, ça c'est pas une façon scientifique d'aborder le sujet. Donc, la façon scientifique, c'est de dire ok, bon, il se passe quelque chose, on réfléchit, qu'est-ce que c'est qui se passe? Et à l'époque, c'est marrant parce que d'ailleurs au 19e siècle, l'homéopathie, on l'appelait la médecine par les ondes. Parce que comme on avait compris que c'était pas un effet matériel et qu'on était en plein dans la découverte des ondes, les ondes hertziennes, mais aussi en plus il y avait une espèce de mode autour des ondes, hein. Il y avait l'hypnose de Mesmer, etc. Victor Hugo faisait tourner les tables pour essayer de communiquer avec Adèle, et on était un peu dans cette ambiance-là. Et du coup, l'homéopathie, puisque ça pouvait pas être une médecine par la matière, c'était la médecine par les ondes. Et puis au XXe siècle, on a beaucoup entendu dire que c'était une médecine énergétique. J'ai jamais bien compris moi ce que ça voulait dire, une médecine énergétique à vrai dire. Mais voilà, on disait c'est une médecine énergétique là encore puisque ça ne pouvait pas être autre chose. Donc alors le XXe siècle c'est le siècle de l'énergie. L'enjeu du XXe siècle c'est l'énergie, hein, c'est Hiroshima, etc. Et puis aujourd'hui on entend et moi le premier d'ailleurs, on dit que l'homéopathie c'est une médecine informationnelle. Alors évidemment, on baigne dans l'information. S'il y a bien quelque chose qu'on partage tous et qu'on reçoit tous à longueur de journée en 2021, c'est l'information.
qui circulent à la vitesse de la lumière partout dans le monde entier. On est au courant de ce qui se passe à l'autre bout de la Terre. Donc en fait, on utilise la sémantique de notre époque, le vocabulaire de notre époque pour expliquer quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore complètement, qu'on ne comprend pas en tout cas complètement. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on commence à en avoir une vue plus précise grâce à des chercheurs, pas des homéopathes d'ailleurs, des chercheurs en physique-chimie, qui sont aujourd'hui beaucoup plus capables de nous expliquer ce qui se passe dans ces remèdes homéopathiques. Et si vous voulez, on va y revenir. Et en fait, l'explication, c'est un mélange de ces trois choses. C'est-à-dire que il y a une histoire d'onde, de longueur d'onde. Et d'ailleurs, Jacques Benveniste, le premier, avait démontré que les remèdes homéopathiques, quand on les passe entre deux aimants puissants, on annihile complètement leur efficacité. Donc, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a une histoire de longueur d'onde, il y a une histoire de niveau d'énergie, parce qu'en fait, dans ces remèdes, on sait aujourd'hui que le niveau de spin électronique varie et qu'il y a des niveaux d'énergie différents. Et les chimistes quantiques qui travaillent sur la chimie quantique ou les physiciens quantiques nous disent, à partir du moment où vous avez un niveau d'énergie différent, un niveau de vibration différent, vous avez une information. Donc, c'est des gens qui travaillent en permanence, en fait, dans leur vocabulaire, on entend en permanence vibration, énergie, information. Donc, c'est pas étonnant que ce soit de ces gens-là que nous vienne un début d'explication, si vous voulez, sur le mode d'action des remèdes homéopathiques. Je dis un début d'explication parce que pour l'instant, c'est plus de l'ordre de la théorie avec des choses qui deviennent de plus en plus précises. Mais on voit bien qu'on va vers quelque chose, et ça va à une vitesse, notamment depuis quelques années, qui est assez excitante, assez passionnante en fait. Hein. Notamment grâce à des chercheurs comme on a un chercheur français qui est très en pointe sur le sujet, qui s'appelle Marc Henry. Ceux qui ont vu le film il y a quelques années, il y a 2-3 ans, j'ai un ami qui s'appelle William Swerenck, qui est psychiatre homéopathe, qui a réalisé un film qui s'appelle L'homéopathie, une autre voie, VOIE, auquel j'ai eu le plaisir de participer. Et dans ce film également, on voit Marc Henry, qui est chercheur à l'INSERM, et qui explique d'ailleurs, et il y a une phrase très intéressante, il dit « L'homéopathie ne heurte pas la rationalité, elle heurte la matérialité », ce qui est très différent. Et en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui de voir les travaux de ces gens-là, c'est, par exemple, vous avez le professeur Pollack. Alors, le professeur Pollack, c'est quelqu'un qui vient de l'ingénierie, c'est un ingénieur au départ, qui travaille à l'université de Washington et qui a sorti un bouquin, alors maintenant on l'a en français, ce qui est assez chouette, je vais vous montrer, qui s'appelle Le 4e état de l'eau, avec une préface d'ailleurs de Marc Henry. Et il explique qu'il y a une structuration de l'eau qui est essentielle pour expliquer en quoi les dilutions homéopathiques diffèrent des solutions de contrôle de l'eau pure. On a beaucoup de gens extrêmement brillants en fait qui travaillent sur le sujet. Par exemple, le professeur Josephson, prix Nobel de chimie, de physique-chimie, qui dit qu'on observe des changements de forme de l'eau, des changements de cohérence de phase dans l'eau. Vous voyez, un prix Nobel de physique-chimie, c'est pas n'importe qui. Il n'est pas dans une recherche à tout prix d'une explication irrationnelle de l'homéopathie. C'est pas son sujet. Lui, ça s'intéresse pas ça. Placebo, c'est pas son sujet. Vous voyez. Donc c'est des gens qui font de la chimie, de la physique pure, dure même, je dirais, et qui nous expliquent ce qui se passe dans nos dilutions de dynamisation. Et par exemple, une chose qu'on peut comprendre assez facilement, enfin qui est une illustration de qui se passe quelque chose, c'est que si vous faites une IRM, alors tout le monde sait aujourd'hui qu'une IRM, imagerie par résonance magnétique nucléaire, vous savez, quand si vous faites mal au genou, vous pétez un ménisque du genou, on va faire une IRM du genou pour voir vos lésions, quoi. Si on fait une IRM de l'eau pure, alors l'eau pure, c'est pas l'eau du robinet que vous avez chez vous, hein, c'est une eau de laboratoire en fait, de chimie, parce que ça n'existe pas l'eau pure sinon. Vous avez un temps de relaxation de 1,6 picosecondes. Le temps de relaxation, c'est très complexe une IRM, mais le temps de relaxation, c'est le temps de retour à 60% de la portion d'équilibre des atomes d'hydrogène, de la position d'équilibre, des atomes d'hydrogène, à la fin d'une impulsion de l'IRM. D'accord ? Donc, c'est ça le temps de relaxation. Il est défini comme ça. Bon, peu importe, 1,6 picosecondes pour de l'eau pure. Si vous faites une dilution, une IRM
d'une dilution à 30 CH. Donc, je vous ai dit, 30 CH, c'est une haute dilution. On a fait 30 fois une dilution au centième. Donc, si on l'écrit avec les 10 puissances, on est à 10 moins 60. Donc, statistiquement, on est très au-delà du mur d'Avogadro. Et donc, il n'y a plus rien dedans. Ma dilution de 30 CH d'arnica, j'ai pas d'arnica dedans. J'ai pas de matière d'arnica dedans. Et bien, si je fais une IRM de cette dilution, le temps de relaxation est 1000 fois plus long. 1000 fois plus long que par rapport à l'eau pure. Donc, il y a quelque chose qui ralentit le temps de relaxation. Et ce quelque chose, en fait, aujourd'hui, on sait, parce que c'est Simi qui nous l'explique, qu'il se crée un réseau de nanoparticules à partir des ions qui sont arrachés au récipient, au contenant de l'eau, quoi. Mélanger également des particules de l'air, je vous disais, hein, qui sont incorporées lors de dilution. Et ces nanoparticules, elles figent l'eau. C'est comme si elles le figeaient. C'est pour ça qu'on a une IRM différente. Et l'eau va s'organiser spécifiquement. Spécifiquement, c'est-à-dire que on voit que ces images sont différentes si vous faites une IRM d'une 15 CH ou d'une 30 CH ou d'une 200 CH. Elles sont différentes si vous faites une IRM d'une 30 CH de arnica ou si vous faites une 30 CH, une IRM d'une 30 CH de nux vomica ou de gelsénium. Donc, elles s'organisent spécifiquement. Et c'est un peu comme si il y avait en fait dans ce réseau le fantôme, le moule de la matière première des départs. En fait, quand je vous dis, il parle en termes d'énergie, vibration, information, c'est-à-dire qu'il y a des variations de ce qu'on appelle la cohérence de phase dans l'eau, et que donc, à partir du moment où on a deux cohérence de phase, on a un langage binaire 0, 1, qui est celui de la machine que je suis en train de regarder et avec laquelle on communique. Et donc, ces chercheurs nous disent, cette eau, c'est une eau informée. C'est pas les homéopathes qui utilisent ce terme, hein, c'est ces chercheurs-là. Donc, vous voyez que c'est quand même intéressant. Il y a une thèse de pharmacie d'un docteur en pharmacie, donc Mathieu Paluel, qui a soutenu sa thèse en 2017, oui, c'est récent, ça fait 4 ans, à Rouen, où lui, il dit le principe de similitude, qui est le principe qu'on utilise en homéopathie, hein, soigner le mal par le mal, vous savez, parce qu'en fait, on utilise un médicament, un remède qui, donné à dose toxique, provoque les mêmes symptômes que ceux que présente le malade. C'est ça l'application de la loi de similitude. Et nous, on le donne à dose homéopathique. Mathieu Paluel, il écrit dans sa thèse, le principe de similitude serait vu comme une opposition de phase, en fait, le signal inversé de la signature biomoléculaire. Donc, tout ça pour vous dire que des publications scientifiques sur le sujet et des expériences, il y en a. Il y en a. Simplement, comme le dit Mathieu Paluel dans sa thèse, on va vers un changement de paradigme à venir en biologie et pas simplement en biologie en fait, en physique et en chimie également. Le bouquin du professeur Pollack là que je vous montrais tout à l'heure s'appelle Le quatrième état de l'eau et il est fascinant parce qu'en fait les découvertes qu'ils ont fait et non pas je vous dis pour défendre l'homéopathie ou quoi que ce soit, simplement pour étudier ce qui se passe dans l'eau quand on fait des dynamisations, etc. Ils ont décrit cette eau-là qui se structure et ils l'ont appelé le quatrième état de l'eau. Alors pourquoi le quatrième état de l'eau? Parce que l'eau, on connaît les 3 états de l'eau, hein, l'eau liquide, l'eau de robinet, l'eau gazeuse, c'est la vapeur d'eau, et puis l'eau solide, c'est la glace. Et on vous dit qu'on est composé à 95% d'eau. Nous, organismes vivants, tous les organismes vivants d'ailleurs, hein, que ce soit de la laitue ou que ce soit une girafe, on est composé en immense majorité d'eau. Et à ce que je sache, on n'est pas complètement liquide, on n'est pas complètement solide et encore moins gazeux. Donc, qu'est-ce que c'est que l'eau qui nous constitue? Eh ben, c'est ça qui est vraiment hyper excitant dans ces découvertes actuelles, c'est que justement, ce quatrième état de l'eau, c'est l'eau du vivant. C'est l'eau de la cellule. Et il l'appelle l'eau morphogénique. Cette eau-là, elle a un pH différent de l'eau qu'on connaît. Elle a un indice de réfraction différent. Elle a une viscosité différente.
une charge électrique différente. Et puis surtout, elle a une capacité de mise en réseau supramoléculaire. Ces chercheurs parlent, ils disent que cette eau-là se comporte comme des cristaux liquides, en fait. Et ça, c'est assez génial parce que ça a plein de conséquences, pas simplement en homéopathie. Alors évidemment, nous, ça nous intéresse parce que ça dote de l'eau à notre moulin, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que ces gens-là saluent en fait le travail des homéopathes en disant oui, il se passe des choses dans leur truc là, dans ce qu'ils font, il se passe des choses. Mais au-delà de ça, ça a plein d'autres conséquences. Ça a des conséquences, notamment parce que cette eau-là, par exemple, permet ce qu'on appelle une quantisation de la gravitation et du temps, et d'expliquer les effets réversibles du Soleil et de la Lune sur cette structure supramoléculaire de l'eau. Et par exemple, depuis des siècles, depuis la nuit des temps, je pense d'ailleurs, les hommes qui coupent du bois pour se chauffer, j'en suis, je chauffe au bois et je coupe mon bois, et ces hommes font attention aux phases de la Lune. Alors la science dit, écoutez, non, la Lune n'a pas d'effet sur le bois, et donc tout ça n'est que encore superstition ou folklore, disons. Eh bien là, ils disent non, pas folklore du tout, parce qu'en fait, comme la sève et l'eau qui circule dans les arbres a cette structure-là, effectivement, cela permet d'expliquer l'effet du soleil, des phases de lune et de soleil sur les mouvements de sève, pas simplement sur les mouvements en fonction des saisons. Bien au-delà de ça, ça permet aussi de comprendre des choses sur ce qu'on appelle les horloges biologiques, parce qu'il y a une fluctuation justement rythmique de l'eau dans un système à 3 corps célestes. Ça permet de comprendre, par exemple, la photosynthèse, la réaction chimique de la photosynthèse, on la connaît depuis bien longtemps, hein, c'est pas un problème ça. Mais par contre, on ne comprenait pas le rendement faramineux de la photosynthèse. Et là, ça nous donne un nouvel éclairage sur ce qui se passe réellement lors de la photosynthèse chez les arbres, chez les végétaux. Alors, si ça vous intéresse, il y a un autre bouquin sur le sujet qui est passionnant. Je l'ai mis de côté. C'est celui-là de Ernst Zucher, préfacé par Francis Sallet d'ailleurs quand même, qui s'appelle Les arbres entre visible et invisible, et il parle dans plusieurs chapitres de ces sujets et rend hommage aux homéopathes d'ailleurs. Et c'est un livre vraiment passionnant, je vous le conseille aux éditions dessus. Donc vous voyez qu'en fait, non seulement quand on nous dit il n'y a pas de publication sur votre sujet, c'est pas scientifique, etc. Ben non seulement il y a des publications, non seulement il y a des recherches, mais en plus c'est des recherches qui ont des conséquences à la fois en biologie moléculaire, en biologie cellulaire, en biologie végétale, qui ont des conséquences sur la compréhension du vivant. Donc de dire aujourd'hui l'homéopathie c'est pas scientifique, c'est hors du domaine de la science, etc., c'est vraiment triste parce que ces gens, au prétexte du mur de la matérialité, parce que c'est le seul problème qu'ils ont, hein, c'est-à-dire que de dire non, il n'y a plus rien, donc ça ne peut pas marcher. Entre nous d'ailleurs, en 2021, de dire il n'y a plus rien, il n'y a plus de matière de départ, donc ça ne peut plus marcher, c'est juste nier à peu près plus d'un siècle de recherche scientifique. C'est juste ne pas comprendre, par exemple, ce que c'est que la lumière, ce que c'est que le laser, ce que c'est que la radio, ce que c'est que la télé, ce que c'est que le téléphone, ce que c'est que ce qui est en train de se passer entre nous à distance, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens aujourd'hui de dire sans matière, pas d'action. Il y a un bouquin très intéressant de 3 universitaires qui s'appelle Le fil de la vie. C'est le professeur Dessalles, le professeur Gaucherel et le professeur Gouillon, qui sont chargés de conférences, maîtres de conférences, etc. Et qui ont écrit un livre qui s'appelle Le fil de la vie, aux éditions Odile Jacob, Le fil de la vie, la face immatérielle du vivant. Et j'ai extrait une phrase qu'ils disent dans ce bouquin. Ils disent: de nos jours, l'absence de matérialité n'est plus un obstacle à l'acceptation scientifique. Il faut toutefois se souvenir que ce fut à la fin du XVIIe siècle un argument central pour rejeter la théorie de Newton, dont la force de gravitation semblait ésotérique, elle qui agissait à distance sans support matériel. Et vous savez qui s'est opposé à Newton à l'époque, à la fin du XVIIe siècle? Quel groupe d'intellectuels s'est opposé à Newton? Les cartésiens.
Et Descartes lui-même était encore vivant. Et Descartes a dit, lui, attendez, c'est compliqué ce qu'il est en train d'expliquer, c'est compliqué, ne nous emballons pas. Mais les cartésiens disaient, non mais impossible, sans support matériel, pas d'action possible. Alors, on peut comprendre que les cartésiens du XVIIe siècle aient eu du mal avec ce changement de paradigme, pour le coup, mais qu'au XXIe siècle, en 2021, des scientifiques se disant cartésiens rejettent toute possibilité d'action sans support matériel, et d'ailleurs il y a un support, mais enfin on va dire sans reste matériel, quoi, sans action directement matérielle, c'est pas une position scientifique, ça. Ça, c'est pas une position scientifique. La position scientifique, ce serait de dire, mais donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que sinon, il n'y aurait pas des centaines de millions de gens, il n'y aurait pas des centaines de millions d'animaux soignés par homéopathie, il n'y aurait pas des gens qui traitent des plantes, qui soignent des plantes par homéopathie. Je suis vétérinaire, depuis 30 ans, on me paye pour soigner les animaux. Je fais pas que de l'homéopathie, hein. J'ai fait de l'allopathie pendant toutes ces années. Aujourd'hui, je me consacre essentiellement à l'homéopathie, mais bon, j'ai fait de l'allopathie pendant ces 30 années passées. J'ai fait des vaccins, j'ai fait de la chirurgie, j'ai aucun problème avec ça. Mais les gens chez qui je fais de l'homéopathie, est-ce que vraiment on peut imaginer que les éleveurs, avec la situation de l'élevage aujourd'hui en France et les difficultés que représente le travail d'être éleveur, on me paierait pour des choses qui marchent pas, quoi. Ça n'a strictement aucun sens. Si on continue à me faire confiance et à travailler avec moi, c'est parce que ça fonctionne. Sinon, c'est pas pour mes beaux yeux qui me ferait venir. Euh, donc, ce mur de la matérialité, je crois qu'il est pas raisonnable, il est pas scientifique en fait. Il n'est pas scientifique. Alors, on a un autre mur qui lui sera sûrement plus compliqué en fait à faire tomber parce que il est pas non plus purement scientifique, je pense, mais il est sur une évolution des esprits qui va être compliqué à changer, sur une marche en avant qui est assez terrible. Alors, ce deuxième mur, c'est celui de la preuve en médecine. Comment on fait pour prouver quelque chose en sciences et en médecine en particulier. Alors, pour comprendre pourquoi c'est un problème en médecine, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la médecine, depuis une dizaine d'années, la médecine, c'est l'evidence-based medicine. C'est-à-dire que c'est la médecine par les preuves. La plus haute valeur de preuve est accordée à ce qu'on appelle des études contrôlées randomisées, des ECR, de taille adéquate, et également aux méta-analyses, qu'on appelle les méta-analyses, qui sont des revues systématiques de plusieurs essais cliniques randomisés. Et en EBM, donc le sommet, imagine une pyramide, on pourra mettre une illustration pour expliquer ça. Le sommet de la pyramide, donc de la preuve, le sommet, c'est les méta-analyses. Ensuite, vous avez les essais cliniques randomisés. Ensuite, vous avez les études de cohorte. Ensuite, vous avez les études cas témoins. Et puis, les séries de cas ou études de cas. Et enfin, les éditoriaux et opinions d'experts. Voilà. Ça, c'est la preuve, la force de la preuve en evidence-based medicine. Donc oui, je vous ai parlé de méta-analyse, d'études cliniques, d'études de cohorte, d'études de cas témoins, d'opinions d'experts, etc. Il manque au moins deux acteurs en même temps. Il manque le médecin ou le vétérinaire et il manque le patient. Et pourtant, la décision thérapeutique qu'on prend quand on traite un malade, elle est l'intersection de trois données qui sont les données de la science, l'expérience clinique, bien évidemment, et le choix du patient. Et c'est à l'intersection de ces trois cercles que la décision thérapeutique doit être prise. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est, pour nous, homéopathes, ces études cliniques randomisées. Parce que randomiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour prouver l'effet d'un produit, d'un médicament, vous devez faire une étude clinique randomisée. Par exemple, je veux sortir un nouvel antimigraineux sur le marché. Je vais prendre deux cohortes, c'est-à-dire deux groupes de patients en fait. À un groupe de patients qui souffrent de migraine, on va leur donner du placebo. À un autre groupe de patients qui souffrent de migraine, on va leur donner le nouveau médicament que je veux tester.
Et à la fin, on va mettre en commun les résultats des données et voir s'il y a une différence significative d'un point de vue statistique entre les deux groupes, c'est-à-dire si le groupe qui a reçu le médicament se sent guéri mieux, plus efficacement, plus rapidement, etc., que le groupe qui a reçu le placebo. Okay, ça paraît assez efficace comme raisonnement, hein, je suis entièrement d'accord. Et donc, on nous dit, vous, homéopathe, si vous voulez prouver quelque chose, faites ça. Vous prenez un groupe de migraineux, la moitié on leur donne des placebos, puis l'autre moitié vous leur donnez quoi d'ailleurs vous leur donnez quoi? Parce que moi, en tant qu'homéopathe, j'ai un problème, c'est-à-dire que moi sur les migraineux, je pourrais donner belladonna, je pourrais donner gésenium, je pourrais donner laccaninum, je pourrais donner laclupinum, je pourrais donner luxomica. Ça va dépendre des symptômes du migraineux. Et je ne peux pas vous donner un remède pour la migraine. Ça n'existe pas. Parce que des remèdes pour la migraine, potentiellement, il y en a des dizaines. Et ça va dépendre de quel type de migraine. Ça va dépendre, si vous avez mal à la tête le matin ou lever, ou le soir, ou après vous êtes engueulé avec votre femme, ou après avoir mangé trop, ou après, ou l'hiver, ou au contraire au printemps plus que l'hiver, à telle heure de la journée, c'est infernal. Et puis la douleur, en fait, c'est une douleur qui est battante là, à droite, ou au contraire, non, moi c'est une douleur en casque qui vient de l'arrière comme ça. Non, moi c'est une douleur qui part de l'œil et qui s'enfonce à l'intérieur. Vous voyez, tout ça, ça sera des symptômes qui vont me faire choisir des remèdes différents. Et je suis incapable en homéopathie de faire une étude clinique randomisée. Je ne peux le faire que si on me laisse individualiser le malade. C'est-à-dire que si j'ai un groupe à qui on donne placebo et que sur l'autre groupe, je dis attendez, alors pour lui on va lui donner ça, pour lui on va lui donner ça, pour lui on va lui donner ça, là, je suis capable de vous faire quelque chose. Mais on lui dit, ah ben non, ça c'est pas bon, ça c'est pas le BF, ça nous, on n'est pas d'accord, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, du coup, il y a eu plein de publications qui ont tendu à prouver, l'objectif, on va dire, était de prouver, ou en tout cas, pas forcément l'objectif, non, j'exagère là quand je dis ça parce que je fais un procès d'intention, dont l'objectif était d'étudier l'homéopathie, pardon, et qui ont débouché sur les conclusions que l'homéopathie ne fonctionnait pas. Alors, je ne vais pas en prendre 50 parce qu'il y en a quelques-unes, mais il y en a deux notamment qui sont très intéressantes à relever parce qu'elles disent beaucoup de choses sur ça. Il y en a une qui date de 2005, qui est une étude, une publication du Lancet. Tout le monde a entendu parler du Lancet aujourd'hui. C'est un journal qui est plus connu qu'il y a 2 ans. Et c'était une méta-analyse qui avait été commanditée par la Sécurité sociale suisse en 2005, parce que la Sécurité sociale suisse voulait savoir quoi faire avec l'homéopathie. Est-ce qu'on rembourse, est-ce qu'on rembourse pas, comme la question qui s'est posée en France. Et donc, ils ont demandé au Lancet, est-ce que vous pouvez nous faire, pardon, j'ai fait bouger mon écran, est-ce que vous pouvez nous faire une méta-analyse, une étude clinique randomisée sur le sujet, etc. Le Lancet a dit, bien sûr, on sait faire. Et donc, l'idée, ça a été de prendre sur 110 essais cliniques quand même, traitement classique, donc traitement allopathique contre placebo, et traitement homéopathique contre placebo. Et les deux traitements étaient supérieurs au placebo. Donc là, les chercheurs ont dit, oui, mais attention, on ne va retenir que les études de haute valeur, d'accord? Celles qui ont un échantillon de patients, une cohorte suffisamment grande, suffisamment large, pour que les résultats statistiques soient vraiment significatifs. Et donc, on est parti de 110. Du coup, on en a gardé plus que 9 dans le domaine de l'allopathie et 21 dans le domaine de l'homéopathie. Et donc là, on a regardé les résultats. L'allopathie avait des résultats supérieurs au placebo. Par contre, l'homéopathie, pas mieux que le placebo. Donc, il était temps de mettre fin à la recherche en homéopathie du fait de son absence de bénéfices. Alors évidemment, les homéopathes, les médecins homéopathes suisses ont dit attendez, on aimerait bien voir l'étude parce que là vous publiez les conclusions, mais on aimerait bien connaître la méthodologie en fait. Alors d'abord, ça a été refusé, puis finalement, bon, ils ont fini par la donner. Et dans les 21 études, il y avait une étude de très haute valeur. Vous voyez, le problème, il est là, de très haute valeur scientifique pour les personnes du Lancet. C'est une étude faite sur 400 coureurs de fond marathoniens à qui on donne arnica en 30 DH en prévention des courbatures, donc haute qualité parce qu'il y a 400 patients, sauf que
n'importe quel étudiant en homéopathie au bout de 3 heures de cours vous dira mais c'est n'importe quoi, ça n'est pas de l'homéopathie en fait ça. C'est sans intérêt, parce que l'homéopathie, d'abord, ne travaille pas en prévention comme ça. C'est pas ça. Éventuellement, on donnerait de l'arnica ou autre chose d'ailleurs à ces coureurs une fois qu'ils sont arrivés ou pendant la course éventuellement. Mais en aucun cas, de toute façon, c'est comme ça qu'on travaille. Ça ne sera pas forcément que arnica, ça peut être sarcolactique acide, ça peut être d'autres choses, rustoxicodendron, enfin voilà, et pas en prévention. Et donc, on retire cette étude-là. Au lieu d'en garder 21, on n'en garde plus que 20. Et là, on refait l'étude statistique. Et les données changent, les conclusions changent du tout au tout. Et on se retrouve avec une étude qui montre que l'homéopathie est supérieure au placebo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les méta-analyses ne sont fiables que si les données sont homogènes. D'accord? La suite de l'histoire est intéressante parce que, en fait, la sécurité sociale suisse a très mal pris la chose, en fait. Et s'est dit, OK, bah, vous n'êtes pas foutu de faire, on va faire à votre place. Et a changé sa façon de regarder le problème. Et elle a dit quoi? Bah, nous, on va prendre 3000 dossiers de patients qu'on va suivre pendant une bonne durée, 2-3 ans. Et puis, on verra alors, il y en a qui se soignent par allopathie, il y en a qui se soignent par homéopathie, etc. Et puis, on va voir sur ces groupes-là comment ça se passe. Et le groupe qui se soigne par homéopathie, au bout de 3 ans, il est moins malade. 2, quand ils sont malades moins longtemps. Et 3, ils nous coûtent beaucoup moins cher. Eh ben, on va rembourser à 100% l'homéopathie. Et quand vous allez en Suisse acheter un remède homéopathique, on vous donne un coupon fiscal avec lequel vous allez avoir une réduction d'impôt. C'est-à-dire que cette dépense vient en réduction de votre impôt à la fin de l'année. Donc, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on change de paradigme, on change de façon de penser, en fait. On essaye d'aborder le sujet d'une autre façon. Alors, dans les publications là-dessus, il y en a une qui a fait beaucoup de bruit, qui est la fameuse publication australienne. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler. Alors, les médecins, notamment, et les scientifiques, ils ont tous entendu parler de la publication australienne, parce qu'elle a été reprise dans tous les médias nationaux, voire internationaux, et notamment au moment du débat sur le déremboursement en France. Il y a 2 ans, il y a eu plein d'articles avec plein de journalistes citant la publication australienne qui a définitivement démontré que l'homéopathie n'avait aucune efficacité. Alors, je vous propose de s'arrêter sur cette publication australienne qui est effectivement très, très intéressante. Alors, c'est une publication qui avait été faite par le National Health and Medical Research Council. Vous excuserez mon accent. Donc le NMRHC, on va dire. Donc en gros, c'est une émanation du ministère de la Santé australien. C'est une publication qui date de 2015 et elle se voulait définitive parce que donc ils ont fait une méta-analyse en partant de 1800 publications. Donc vous voyez, c'est du sérieux, quoi. Il y a eu un premier rapport issu de cette publication qui n'a jamais été publié en fait. Et puis finalement, donc a été mis de côté, qui a été sorti, et on a sorti un deuxième rapport. Enfin, ils ont sorti un deuxième rapport qui donc qui expliquait qu'il y avait que l'homéopathie n'était pas efficace. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 1800 publications? Alors là encore, si vous voulez, ils ont repris ces 1800 publications et ils ont gardé que celles qui étaient les plus importantes et les plus rigoureuses en termes scientifiques. C'est-à-dire que 2800, ils en ont éliminé beaucoup, puisqu'ils ils sont descendus d'abord à 176 publications, en écartant et 276, il en restait encore quand même là-dedans, dans ces 176, plusieurs publications qui posaient souci parce qu'elles étaient favorables à l'homéopathie. Et là, ils ont dit, OK, on va en fait garder que les publications dans lesquelles, dans la cohorte, il y a plus de 150 patients. Alors pourquoi 150? Sachant que le NMRHC a lui-même fait des publications scientifiques dans lesquelles il y avait 20 patients. Donc c'était un peu étonnant comme choix de 150. Ça permettait en fait d'éliminer une publication
particulièrement belle, on va dire, qui avait fait beaucoup de bruit, d'une revue qui s'appelle Pediatrics, c'est une revue anglo-saxonne de médecine pédiatrique, qui a été faite sur les diarrhées infantiles, donc les enfants, diarrhées sur les enfants. Et il y avait 144 patients. Et c'était une étude avec individualisation des malades, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, elle montrait une efficacité très significative de l'homéopathie sur ces diarrhées infantiles. Mais donc 144 patients, donc on enlève. Et finalement, cette fameuse publication australienne qui a fait le tour du monde, hein, qui a été reprise par tous les journaux, mais là, ce que je suis en train de vous expliquer, bizarrement, c'était pas écrit dans les corps de texte, on va dire. À votre avis, elle s'est fondée sur combien de publications? Sachant qu'on est parti de 1800. Eh ben, n'ont été retenues que 5 publications. C'est-à-dire que cette méta-analyse qui était censée démontrer définitivement l'inefficacité de l'homéopathie tient en fait sur 5 publications. Alors, il se trouve qu'en plus, si vous voulez, cette méta-analyse, cette publication de NMRHC, elle a été lue par beaucoup de scientifiques de par le monde, que Cochrane, alors Cochrane, c'est les associations de médecins indépendants, complètement indépendants, qui regardent ces publications. Et Cochrane Australie a dit, mais ça vaut rien, votre publication. Ça a commencé un peu à faire du bruit, à faire pas mal scandale même. Il y a eu une enquête administrative au Sénat australien. Il y a eu un film d'une journaliste d'investigation américaine qui s'appelait Just One Drop, qui a repris tout ça et qui a démontré les problèmes que posait, on va dire, cette publication. Il y a eu une pétition mondiale qui a circulé, qui s'appelait Release the First Report, c'est-à-dire publier le premier rapport, parce qu'en fait, il se trouve que le rapporteur du premier rapport avait été limogé sans explication et qu'on a nommé à sa place un rapporteur qui était quelqu'un complètement engagé dans la lutte anti-homéopathie. Donc, c'était dans le genre conflit d'intérêts, c'était pas terrible. Et finalement, tout ça, je vous le fais rapidement, a abouti le 20 août 2019 à une conférence de la presse du ministre de la Santé et directrice du NMRHC, où ils ont déclaré que le bon rapport était le premier rapport et qu'il se trouvait être favorable à l'homéopathie. Le seul souci, c'est qu'aucun des journaux et des médias dont je vous ai dit qu'ils avaient repris cette fameuse publication australienne qui démontrait l'inefficacité de l'homéopathie, etc., aucun de ces journaux, aucun de ces médias ne vous a fait part de cette information. Alors, vous pouvez le retrouver, hein, c'est sur le site du HRI également, et puis en cherchant, faut chercher bien parce qu'il y a une espèce d'effacement sur Internet de certaines informations qui est un peu étonnante. Mais bon, je vous garantis que vous pouvez trouver ça. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous voyez que les méta-analyses, les ECR, etc., tout ça, c'est bien joli. On comprend que la force de la preuve puisse passer par une méthodologie rigoureuse, bien sûr. Mais on voit aussi que c'est extrêmement simple de manipuler cette technique de travail-là. Il y a une publication quand même en homéopathie, il y en a plusieurs, hein, avec ECR, c'est-à-dire avec individualisation du malade, étude clinique randomisée, mais avec individualisation. Et il y en a notamment une de Robert Mati, qui date, je vais vous retrouver de quand elle date, parce que je ne l'ai plus en tête, qui date de 2014. Étude randomisée contre placebo du traitement homéopathique individualisé, revue systématique et méta-analyse. Et c'est avec des critères Cochrane, justement, et cette étude-là n'a jamais été remise en cause. Donc, des preuves, en fait, de l'action de l'homéopathie, il y en a. Des recherches scientifiques sur ce que c'est que le remède homéopathique, il y en a, vous voyez. Donc, le problème, c'est qu'en fait, on vit actuellement une grave crise, je pense, de la science et de la médecine en particulier. Et j'en veux pour preuve des déclarations d'acteurs importants dans ce domaine. Par exemple, le professeur Dr Richard Horton, hein, dont on a entendu parler là encore il y a quelques mois, qui est éditeur en chef justement du Lancet,
de la revue Le Lancet. Je vais vous dire ce qu'il déclarait en 2015. Une bonne partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, est sans doute simplement fausse, affligée par des études sur des petits échantillons, des effets minuscules, des analyses exploratoires non valables, pétrie de flagrants conflits d'intérêts, avec en plus une obsession de participer aux tendances à la mode, mais sans importance. La science a pris un virage vers l'obscur. C'est pas la guerre des étoiles, hein, c'est Richard Horton, éditeur en chef du Lancet, qui dit la science a pris un virage vers l'obscur. Une autre personne très importante dans le domaine, qui est moins connue, mais qui est très importante en médecine, c'est le Dr Marcia Angel, qui est physicienne et qui est éditrice en chef depuis très longtemps du New England Medical Journal. New England Medical Journal, c'est une référence dans le domaine médical, qui déclare en 2016 « Il n'est désormais tout bonnement plus possible de croire à une grande partie de la recherche clinique publiée ou de se fier au jugement des médecins de renom ou à des autorités médicales compétentes. Je ne prends aucun plaisir à tirer cette conclusion que j'ai lentement considérée, même à contre-cœur, durant ces 2 dernières décennies en tant que rédactrice en chef du New England Journal of Medicine. » Donc oui, on vit une crise importante, grave, dont j'espère qu'on sortira. Je pense qu'on en sortira parce que de toute façon, en tout cas dans le domaine de l'homéopathie, moi je vois bien que j'étais très inquiet il y a 2 ans parce qu'avec tout ce qui a été dit de faux dans les médias, vous voyez par exemple, je vous ai expliqué tout à l'heure comment on fabrique un remède homéopathique. On fait une dilution et une dynamisation. Pendant 3 mois, on nous a expliqué sur les radios que j'écoute moi, plusieurs fois, j'ai entendu les journalistes expliquer que l'homéopathie, c'est comme si vous versiez une bouteille d'un médicament à Lyon dans le Rhône et que vous alliez au port la Canebière, au port de la Canebière à Marseille, récupérer de l'eau dans le port et que vous disiez qu'il y a quelque chose dedans. La simplification, la caricature, ça n'a jamais rien démontré, quoi. Ne serait-ce que ça, vous voyez, on n'a pas dynamisé le Rhône tous les 100 mètres jusqu'à Marseille. Ça n'a aucun sens de dire des choses pareilles. Et je ne crois pas qu'ils soient de mauvaise foi. Je crois juste que ils ne font que répéter, recopier ce qu'ils ont déjà lu et malheureusement sans aller un petit peu plus loin dans la recherche, quoi. Donc je pense que j'étais très inquiet à l'époque. Aujourd'hui, je vois que j'ai toujours autant de gens, moi, qui sont demandeurs d'homéopathie. On voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se forment parce que malheureusement, l'une des conséquences quand même de ce qui s'est passé du déremboursement, c'est que le déremboursement, c'est juste un message qui a été envoyé au grand public, mais il y a eu bien d'autres conséquences à ce déremboursement et notamment le fait que depuis 2019, les médecins qui sortent des facs de médecine n'ont plus le droit d'écrire homéopathie sur leurs ordonnances ou sur leurs plaques. Donc, même s'ils avaient encore envie de se former, malgré tout ce qu'on va leur dire dans les facs de médecine, où il n'y a aucune heure de cours, il n'y a pas 10 minutes de cours sur ce que c'est que l'homéopathie, dans les facs de médecine. On en parle dans les couloirs et à la cafétéria, c'est tout. Même s'ils avaient envie, par curiosité scientifique ou curiosité tout court d'ailleurs, d'aller voir ce que c'est de rencontrer des homméopathes et de se former, etc., même s'ils se faisaient l'effort de se former, et c'est pas facile, ça prend du temps, beaucoup de travail, hein, c'est 3 années de plus pour se former en homéopathie pour être à peu près performant, je dirais. Et même s'ils faisaient cet effort-là et qu'ils deviennent eux-mêmes homéopathes, ils ne pourront pas écrire sur leurs plaques et leurs ordonnances homéopathes. Donc vous voyez qu'il faut vraiment être motivé quand même. Et moi, je vois du coup beaucoup de gens qui s'intéressent à l'homéopathie. J'en suis très content parce que il faut que cette connaissance perdure, parce que elle perdurera dans les pays du Sud. Je vous ai dit, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, elle est très vivante, l'homéopathie. Il y a beaucoup encore d'études et de nouvelles expérimentations, de nouveaux remèdes d'ailleurs, hein. C'est quand je vous dis que c'est pas une médecine poussiéreuse, bien au contraire, il y a toujours des nouveaux remèdes là qui sont expérimentés, et notamment dans ces pays du Sud. Donc c'est c'est passionnant. Donc je pense elle s'éteindra peut-être dans nos pays occidentaux, mais elle reviendra sans doute plus tard par le Sud, par ces pays-là. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur l'homéopathie et la science. Homéo Connecticus ou comment les remèdes homéopathiques racontent notre histoire. En s'appuyant sur des cas cliniques vétérinaires, des études des matières médicales homéopathiques, le docteur Rouchaussé explore par une approche biologique de notre histoire ce qui nous relie à la nature. Cet ouvrage remet en cause notre rapport à l'autre, l'animal, le végétal et même le minéral. Il nous montre l'impact de nos sociétés sur le vivant.
Et si ce qui nous unit n'était pas cette hyper-connexion virtuelle actuelle, mais cette similitude qui nous relie et nous guérit ?